Ma grand-mère, Béatrice, m'a toujours dit que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros. Elle se mesurait par le caractère. Je pensais que c'était juste une de ces choses que les vieilles personnes disent, jusqu'au jour où j'ai ouvert un coffre-fort qui n'avait pas été touché depuis 1968 et que j'ai découvert qu'elle m'avait laissé quelque chose qui valait plus que tout l'argent que mon ex-femme pensait que je n'avais pas. La clé en laiton semblait lourde dans ma main ce matin-là au Crédit National, plus lourde que les 2 emplois que j'avais occupés pendant 4 ans, plus lourde que l'épuisement qui habitait mes os, mais pas aussi lourde que les mots que Camille m'avait jetés à la figure 3 semaines plus tôt. Tu n'étais qu'un tremplin, Damien. Je m'appelle Damien, et à 28 ans, je pensais savoir ce que c'était que de toucher le fond. Il s'avère que j'avais tort. Toucher le fond, ce n'est pas quand votre femme vous quitte pour un autre homme. Toucher le fond, ce n'est même pas quand elle vous dit que chaque sacrifice que vous avez fait ne signifiait rien pour elle. Toucher le fond, c'est le moment où vous commencez à croire qu'elle pourrait avoir raison. J'avais été le gars qui ne manquait jamais un service, le mari qui rentrait à la maison à minuit en sentant le carton et le nettoyant industriel. Trop fatigué pour manger, mais jamais trop fatigué pour demander à Camille comment s'était passée sa journée à la faculté de médecine. Pendant qu'elle mémorisait les noms de chaque os du corps humain, je mémorisais la douleur dans mon dos à force de soulever des boîtes. Pendant qu'elle apprenait à sauver des vies, je me tuais à petit feu, un double service à la fois. Tiens bon encore un peu, chérie, me chuchotait-elle quand je franchissais la porte en titubant. On y est presque. Nous. Ce mot sonne comme une blague maintenant. Le matin où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre, un réveil à 4 heures du matin. Roland à l'entrepôt me demandant de remplacer quelqu'un d'autre. Damien, tu es le seul sur qui je peux compter, disait-il. Et je hochais la tête parce qu'être fiable était tout ce que j'avais. À midi, ma chemise était trempée de sueur. Le soir, j'étais à mon 2e emploi, à remplir les étagères au marché Garnier pendant que des adolescents se plaignaient de travailler le week-end. Camille avait obtenu son diplôme la semaine précédente. Je la vois encore dans sa toge et son mortier, le soleil de mai lui donnant l'air d'être tout ce pourquoi j'avais travaillé. 4 ans de ma vie résumés en cet instant. 4 ans à croire que nous construisions quelque chose ensemble. La fête de remise des diplômes avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. J'avais emprunté de l'argent à mon frère, Jérôme, juste pour acheter une nouvelle cravate. Camille m'a présenté à ses camarades de classe comme étant Damien. Il m'a tellement soutenu. Pas mon mari. Pas l'homme qui a rendu cela possible. Juste, soutenant, comme si j'étais un fauteuil particulièrement confortable. C'est là que je l'ai rencontré. Le docteur Michel Carpentier-Grand, les cheveux argentés, avec des mains qui n'avaient jamais touché une boîte d'expédition. Il m'a serré la main et a souri, et quelque chose s'est noué dans mon ventre. La façon dont Camille le regardait. J'avais déjà vu ce regard. Elle me regardait comme ça à l'époque où nous étions en 2e année, partageant des nouilles instantanées et des rêves. Votre femme est exceptionnelle, m'a dit Michel. Elle va faire de grandes choses. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je travaille à 2 endroits. Il a hoché la tête, ce genre de hochement de tête que les riches font quand les pauvres parlent d'argent. Poli mais mal à l'aise. Comme si je venais de lui parler d'un problème de santé. 3 heures plus tard, Camille a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait rentrer à la maison, mais elle n'est pas rentrée. Pas avant 3 heures du matin, sentant le vin et l'eau de Cologne chère. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Ces 3 mots. Chaque homme sait que ces 3 mots signifient que votre monde est sur le point de s'effondrer. Elle n'a même pas essayé d'adoucir les choses, elle a juste exposé les faits comme si elle présentait une étude de cas. 6 mois avec Michel, elle emménageait avec lui demain. Le bail de l'appartement était à mon nom de toute façon, donc ce serait facile. Et tout ce que j'ai fait, ai-je demandé. 4 ans, Camille. 4 ans à me tuer au travail pour que tu puisses devenir médecin. Elle m'a regardé avec ses yeux bruns dont j'étais tombé amoureux, mais ils étaient différents maintenant. Froid, clinique. Tu as fait ce que tu avais à faire, et je t'en suis reconnaissante. Mais Damien, sois honnête avec toi-même. Tu es un ouvrier d'entrepôt. Tu seras toujours un ouvrier d'entrepôt. Michel est chef de chirurgie. Il peut me donner la vie que je mérite. Tu n'étais qu'un tremplin pour m'amener là où je devais être. Un tremplin. Comme si j'étais quelque chose sur lequel on s'essuie les pieds avant d'entrer dans un meilleur endroit. La vie à 28 ans ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Chaque matin à 4 heures, mon réveil hurlait,
et je sortais de mon lit dans notre appartement exigu au-dessus de l'épicerie vietnamienne. Le matelas avait une empreinte permanente là où mon corps reposait, et les ressorts grinçaient une symphonie d'épuisement à chaque fois que je bougeais. Camille dormait encore, des manuels de médecine éparpillés de son côté du lit comme des soldats tombés au combat. Je lui embrassais le front, en faisant attention de ne pas la réveiller, et je me dirigeais vers mon premier emploi à l'entrepôt de distribution. L'appartement faisait 55 mètres carrés de papier peint qui s'écaillait et de promesses. Nous avions emménagé il y a 4 ans, le lendemain du jour où Camille avait reçu sa lettre d'acceptation à la faculté de médecine. C'est temporaire, avions-nous dit, en trinquant avec nos bouteilles de bière assis par terre parce que nous n'avions pas encore les moyens d'acheter des meubles. Le radiateur cognait comme un fantôme avec un marteau, et l'évier de la cuisine goûtait peu importe combien de fois je le réparais. Mais c'était à nous, ou du moins je le pensais. Ma routine matinale ne changeait jamais. Une douche en 3 minutes parce que l'eau chaude s'épuisait à 4 heures. Du café noir dans un thermos qui avait perdu son couvercle il y a 2 ans. 2 tranches de pain grillé, sans beurre, parce que Camille disait qu'il fallait économiser. Je laissais des notes sur le réfrigérateur avec des aimants en forme d'organes humains qu'elle avait achetés pour plaisanter quand elle avait commencé les cours d'anatomie. Passe une bonne journée, futur docteur. Je t'aime. Le trajet jusqu'à l'entrepôt prenait 25 minutes. Je connaissais chaque fissure du trottoir, chaque maison avec un chien qui aboie, chaque coin où le vétéran sans-abri nommé Polo me faisait un signe de la main et disait « Bonjour, soldat ». Je lui donnais 1 euro quand j'en avais un en trop, ce qui n'était pas souvent. « Bonjour, Damien », grognait mon superviseur, Roland, quand je pointais. Roland avait 62 ans, avait divorcé 3 fois, et dirigeait l'entrepôt depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Le quai de chargement 3 a besoin que ses palettes soient déplacées avant 7 heures. Perrin a encore appelé pour dire qu'il est malade. Perrin était toujours malade le lundi. Nous savions tous qu'il avait la gueule de bois, mais Roland le gardait parce que son frère était le propriétaire de l'entreprise. Pendant ce temps, je n'avais pas pris un seul jour de maladie en 2 ans, pas même quand j'avais la grippe et que je vomissais derrière le quai de chargement entre les expéditions. 8 heures à soulever, empiler, déplacer. Des boîtes de 20 kilos d'électronique que d'autres personnes achèteraient. Des meubles qui iraient dans des maisons que je ne pourrais jamais me payer. Mes mains s'épaississaient de callosité. Le bas de mon dos développait une douleur permanente qu'aucun étirement ne pouvait soulager. Les plus jeunes parlaient de leurs projets pour le week-end, de leurs petites amies, des matchs qu'ils regardaient. Je restais silencieux, gardant mon énergie pour le travail réel. Le déjeuner était toujours le même, un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme s'ils étaient en solde, et de l'eau de la fontaine parce qu'acheter des boissons était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Je mangeais debout près de mon casier, en regardant l'horloge parce que chaque minute supplémentaire aidait. À 15 heures, je pointais et conduisais ma Renault Clio de 1998 jusqu'à mon 2e emploi au marché Garnier. La voiture avait 380 000 km au compteur et un voyant moteur allumé depuis 3 ans. Si ça roule encore, ne répare pas, disait mon père avant de décéder pendant ma 3e année d'université. Le cancer l'a emporté rapidement, laissant maman avec des factures que Jérôme et moi aidions encore à payer. Le marché Garnier était l'endroit où les rêves allaient mourir lentement sous des néons. Je remplissais les étagères jusqu'à minuit, organisant les boîtes de conserve avec leurs étiquettes vers l'avant, m'assurant que les dates de péremption étaient correctement alternées. Le gérant, Monsieur Théo, était assez correct. Il me laissait parfois emporter les produits sur le point de périmer. « Comment va votre femme » demandait-il pendant que je mettais les prix sur les conserves. « Elle va devenir médecin » disais-je avec fierté. Cela rendait l'épuisement supportable. « Vous êtes un homme bien, Damien. Peu de gens feraient ce que vous faites. Mais voilà le truc. Je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Je le faisais parce que quand on aime quelqu'un, on l'élève. Ma mère, Laurette, me l'avait appris, appelant chaque dimanche sans faute. « Tu as l'air fatigué, Damien » disait-elle au téléphone. « Est-ce qu'elle apprécie ce que tu fais ?»« Bien sûr, maman. Nous sommes une équipe. Les équipes partagent le fardeau, chérie. Assure-toi que tu ne portes pas tout seul. » Mais je portais tout. Et d'une certaine manière, cela ressemblait à de l'amour. Chaque soir, quand je rentrais à la maison et que je voyais Camille penchée sur ses livres d'anatomie, un surligneur à la main, les cheveux attachés dans ce chignon désordonné qui lui donnait l'air d'une adolescente, ça en valait la peine. Elle devenait quelque chose d'incroyable. Et je faisais partie de cette transformation.
Le jour de la remise des diplômes est arrivé comme un rêve fiévreux. Le 15 mai, le genre de matin de printemps qui vous fait croire au nouveau départ. J'avais repassé 2 fois mon unique costume, un ensemble bleu marine que j'avais acheté chez Emmaüs pour 30 €. Le pantalon était un peu court, mais si je me tenais droit, personne ne le remarquerait. Je m'étais même offert une coupe de cheveux 15 € plus le pourboire chez le coiffeur, où le vieux monsieur Martin m'a dit que j'étais bien mis. Camille était radieuse dans sa toge et son mortier, le pompon se balançant alors qu'elle traversait la Seine. 4 ans de sacrifice condensés en 30 secondes à la regarder serrer la main du doyen. Je me tenais dans le public, applaudissant jusqu'à ce que mes mains me piquent. Ma mère était à côté de moi, Jérôme de l'autre côté. Ils étaient venus en voiture pour la cérémonie. C'est ma belle-fille, a dit maman assez fort pour que les rangées autour de nous l'entendent. Mon fils lui a payé ses études. Après la cérémonie, nous nous sommes rassemblés dehors près de la fontaine où les familles prenaient des photos. Les parents de Camille n'étaient pas venus. Ils n'avaient jamais approuvé son mariage avec moi, disant qu'elle se contentait de peu, mais ma famille était là, et cela aurait dû suffire. C'est là que je l'ai revu. Le docteur Michel Carpentier, debout près de la fontaine dans un costume Armani qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Il parlait à Camille, et elle riait. Pas son rire poli, mais le vrai, celui qui plissait son nez. Damien, la voix de Camille était différente, plus légère, comme si elle s'était déjà débarrassée du poids de notre vie commune. Viens ici, chérie. C'est le docteur Carpentier. Michel, il a été mon mentor. La poignée de main de Michel était ferme, manucurée, rien à voir avec les mains de travailleurs que je connaissais. Camille m'a tant parlé de vous. Les sacrifices que vous avez faits sont admirables. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire, admirable, qui m'a retourné l'estomac. Le même ton que les gens utilisent quand ils félicitent un chien de ne pas avoir fait ses besoins sur le tapis. Camille est exceptionnelle, a-t-il poursuivi, en posant sa main sur son épaule. Le geste a duré une seconde de trop. Elle a déjà 3 offres de résidence. Je l'ai recommandée pour le programme à l'hôpital Bichat. Nous travaillerions en très étroite collaboration. Ma mère l'a remarqué aussi. J'ai vu ses yeux se plisser, ce regard qu'elle avait quand quelque chose n'allait pas. Jérôme s'est agité à côté de moi, mal à l'aise. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire. Nous espérions pour l'hôpital Bichat. C'est près de la maison. Le foyer est là où on le construit, a dit Michel, en regardant directement Camille. Le reste de la journée m'a semblé bizarre. Camille n'arrêtait pas de regarder son téléphone, souriant à des messages. Pendant le dîner pour lequel j'avais économisé pendant des mois, elle a à peine touché à sa nourriture. Ma mère a essayé d'engager la conversation, posant des questions sur la résidence, sur nos projets, mais les réponses de Camille étaient vagues, distraites. On devrait y aller, a dit Camille avant l'arrivée du dessert. Je suis épuisée. Mais elle n'était pas épuisée. Quand nous sommes rentrés, elle a enfilé une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a une fête du corps professoral, a-t-elle dit, en mettant du rouge à lèvres dans notre miroir de salle de bain fissuré. Michel dit que c'est important pour le réseautage. Est-ce que je peux venir? C'est juste pour les diplômés et les professeurs. Tu t'ennuierais. Elle est partie à 21 h. Je suis resté debout à attendre, pliant le linge, nettoyant l'appartement, n'importe quoi pour m'occuper. L'horloge est passée de minuit à 1 h, puis 2. À 3 h du matin, je l'ai entendu mettre la clé dans la serrure. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les chaussures à la main, le maquillage bavé. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, en posant son sac à main avec précaution sur notre table basse d'occasion. De quoi? Ta résidence commence le mois prochain. On devrait commencer à chercher un meilleur endroit? Peut-être quelque chose avec un chauffage qui fonctionne vraiment? Elle a secoué la tête lentement. Damien, tu es un homme bien. Rien de bon ne suivait jamais ces mots. Mais j'ai évolué au-delà de ça, au-delà de nous. La pièce a basculé. De quoi tu parles? Michel et moi sommes ensemble depuis 6 mois. J'emménage avec lui demain. 6 mois. Pendant que je faisais des doubles services. Pendant que je lui apportais du café pendant ses sessions d'études. Pendant que je lui massais les pieds quand elle se plaignait de rester debout pendant de longues procédures. 6 mois de mensonges enveloppés dans des baisers de bonne nuit. Tu plaisantes. Non.
Je suis désolé, Damien, mais ça allait toujours arriver. Tu devais le savoir. Savoir quoi? Que ma femme me trompait? Elle m'a finalement regardé, et ses yeux étaient froids. Clinique, comme si j'étais une étude de cas qu'elle avait fini d'analyser. Tu n'étais qu'un tremplin, Damien. J'avais besoin de quelqu'un pour payer les factures pendant que je finissais mes études. Michel peut me donner la vie que je mérite. Tu seras toujours un ouvrier d'entrepôt avec du carton sous les ongles. 3 semaines plus tard, je vivais toujours dans cet appartement au-dessus de l'épicerie vietnamienne. Le lit semblait trop grand avec seulement moi dedans, alors je dormais sur le canapé. Les manuels de médecine qu'elle avait laissés me fixaient depuis l'étagère comme des yeux accusateurs. Je ne pouvais pas me résoudre à les jeter, je ne pouvais pas me résoudre à faire grand-chose d'autre que d'aller travailler et de rentrer à la maison. Madame Tran, la propriétaire de l'épicerie, l'avait remarqué. Elle laissait des contenants de plats vietnamiens devant ma porte. « Toi manger », disait-elle dans un français approximatif quand j'essayais de rendre les contenants vides. Trop maigre maintenant, pas sain. Elle avait raison. J'avais perdu 7 kilos en 3 semaines. Mon superviseur, Roland, m'avait pris à part à l'entrepôt. « Ça va, Damien? Tu bouges plus lentement. Ce n'est pas ton genre. » Juste fatigué, lui ai-je dit. Prends un jour de congé. Perrin peut remplacer pour une fois. Mais je ne voulais pas de jour de congé. Travailler signifiait ne pas penser. Soulever des boîtes signifiait ne pas se souvenir de la façon dont Camille traçait des cercles sur ma poitrine quand elle n'arrivait pas à dormir. Mon frère, Jérôme, est venu de Marseille le 4e week-end. Il a utilisé sa clé pour entrer et m'a trouvé entouré de bouteilles de bière vides et de boîtes de pizza. Pas ivre, juste engourdi. La bière était tiède depuis des heures. « Mec, il faut que tu te ressaisisses », a-t-il dit en ouvrant les stores. La lumière du soleil a attaqué mes yeux. Elle n'en valait pas la peine. 4 ans, Jérôme. Je lui ai tout donné. Alors reprends quelque chose. Recommence à zéro. Il est resté le week-end, m'a forcé à prendre une douche, m'a fait manger de la vraie nourriture. Maman appelait 3 fois par jour. Rentre à la maison un moment, disait-elle. Laisse-moi prendre soin de toi. Mais j'avais 28 ans, trop vieux pour retourner chez maman en courant, même si chaque partie de moi en avait envie. Nettoie cet endroit, a dit Jérôme avant de partir. En commençant par ce garage. Tu n'y as pas touché depuis que tu as emménagé. Tu pourrais trouver quelque chose à vendre. Le garage. Camille l'appelait notre dépotoir. Des boîtes que nous n'avions jamais déballées parce qu'elle disait que nous déménagerions bientôt dans un meilleur endroit. Après le départ de Jérôme, je suis resté devant la porte du garage pendant 20 minutes avant de l'ouvrir enfin. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi. Boîte après boîte de choses que j'avais oublié que nous possédions. Mes trophées universitaires d'athlétisme, du temps où je pouvais courir un mile en 4 minutes et 30 secondes. Du temps où mon corps était bâti pour la vitesse plutôt que pour l'endurance. Des albums photos de notre mariage, une petite cérémonie à la mairie parce qu'un vrai mariage n'était pas dans le budget. Camille portait une robe d'été blanche de chez Monoprix. Elle était belle quand même. Il y avait une boîte étiquetée « Affaire de la grand-mère de Damien, de l'écriture de ma mère ». À l'intérieur se trouvait de la porcelaine dont je me souvenais des dîners du dimanche chez grand-mère Béatrice, un collier de perles qu'elle portait à l'église, une Bible avec des passages soulignés au crayon, et au fond, coincé entre 2 albums photos, une enveloppe en papier craft que je n'avais jamais vue auparavant. Mon nom était écrit dessus de l'écriture tremblante de ma grand-mère. Le papier avait jauni avec l'âge, mais l'écriture était claire. Pour mon petit-fils, Damien. À ouvrir quand tu auras tout perdu et que tu auras besoin de te souvenir de qui tu es. Mes mains tremblaient. Grand-mère Béa était morte quand j'avais 12 ans, il y a 16 ans. Cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais fumé de sa vie. Je me souvenais de ses funérailles, de son air paisible dans ce cercueil, comme si elle faisait juste une sieste. Comment aurait-elle pu savoir que j'aurais besoin de ça? Comment aurait-elle pu prédire que je perdrais tout? À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule feuille de papier et une petite clé en laiton lourde et démodée, rien à voir avec les clés modernes. Mon cher Damien, si tu lis ceci, la vie t'a durement frappé. Mais souviens-toi, nous, les Hubert, nous ne restons pas à terre. Ton grand-père, Eugène, et moi avons gardé quelque chose pour toi. Quelque chose de spécial qui ne pouvait être touché par personne d'autre, pas même tes parents.
Nous voulions nous assurer que tu l'aurais quand tu en aurais vraiment besoin, pas avant. Va au Crédit National sur la rue de la République. Coffre-fort numéro 447. Ce qu'il y a à l'intérieur t'attend depuis 1968. La réponse n'est pas ce qui est à l'intérieur. C'est ce que tu comprendras en l'ouvrant. Ton grand-père a eu 3 emplois toute sa vie. Les gens le traitaient d'idiot de rêver si grand. Mais il savait quelque chose qu'ils ignoraient. La vraie richesse vient à ceux qui élèvent les autres, même quand ces autres ne le méritent pas. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de qui tu choisis d'être. Avec tout mon amour, grand-mère Béa, j'ai lu la lettre 6 fois. Chaque fois, j'entendais sa voix plus clairement, ce léger accent du sud qu'elle n'a jamais perdu après avoir déménagé dans le nord. La clé s'est réchauffée dans ma paume. Lundi matin, j'ai appelé pour me déclarer malade à mes 2 emplois pour la première fois en 2 ans. Le lundi matin est arrivé, gris et bruineux, le genre de pluie qui se qualifie à peine de météo. J'ai conduit ma Renault déglinguée jusqu'au Crédit National sur la rue de la République, la clé me brûlant la poche. Le bâtiment ressemblait à un monument d'une autre époque, tout en colonnes de marbre et en luminaire en laiton que quelqu'un polissait tous les jours, qu'ils en aient besoin ou non. Le hall sentait le cuir et le vieil argent. Mes bottes de travail couinaient sur le sol poli, et j'ai pris conscience de mon jean délavé, de ma veste d'entrepôt avec « Damien » cousu sur la poche. Tous les autres avaient l'air d'être à leur place. J'avais l'air de livrer quelque chose. Puis-je vous aider? L'employé était jeune, peut-être 22 ans, avec une plaque nominative indiquant « Ambre ». Je dois accéder à un coffre-fort, ai-je dit, en posant la clé sur le comptoir en marbre. Elle l'a prise, l'a examinée. Ses sourcils se sont haussés. C'est une de nos clés anciennes. Quel est le numéro du coffre? 447. Elle a tapé quelque chose dans son ordinateur, puis a tapé à nouveau. Son visage a changé. Monsieur, ce coffre n'a pas été consulté depuis octobre 1968. C'est il y a 57 ans. Ma grand-mère me l'a laissé. Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité et vous devrez signer plusieurs formulaires. La location de ce coffre a été prépayée jusqu'en 2075. Quelqu'un voulait vraiment s'assurer qu'il reste en sécurité. Après 15 minutes de paperasse, Ambre m'a conduit à travers une lourde porte de coffre-fort qui semblait pouvoir survivre à une explosion nucléaire. La salle des coffres était étroite, les murs tapissés du sol au plafond de boîtes métalliques numérotées. L'air était frais et immobile, comme un tombeau. Le coffre 447 est l'une de nos plus grandes unités, a dit Ambre, en insérant sa clé maîtresse à côté de la mienne. Je vous laisse seul. Appuyez sur le bouton quand vous aurez terminé. La boîte était plus lourde que je ne l'attendais. Je l'ai portée jusqu'à la petite salle de consultation, l'ai posée sur la table et me suis assis. Mes mains tremblaient en ouvrant le couvercle. La première chose que j'ai vue était une pile de certificats d'action imprimés sur du papier épais avec des bordures élaborées comme de l'argent d'un autre siècle. Le Moine Industrie, 1000 actions, acheté en septembre 1963. Le Moine Industrie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché rapidement. Mon cœur a failli s'arrêter. Le Moine Industrie était maintenant le Moine Pharmaceutique, l'une des 3 plus grandes sociétés pharmaceutiques de France. L'action que mon grand-père avait achetée pour 2 francs l'unité en 1963 se négociait maintenant à 2200 € par action. J'ai fait le calcul 3 fois parce que mon cerveau ne voulait pas l'accepter. 2 200 000 €. Sous les certificats se trouvait un journal en cuir, du genre avec une lanière qui s'enroulait autour. Je l'ai ouvert avec précaution. Les pages étaient remplies de l'écriture précise de mon grand-père Eugène. Commencé à travailler chez le Moine Industrie le 3 janvier 1961. Concierge, service de nuit, 1,25 francs de l'heure. Ils ont ri quand j'ai acheté ma première action. Eugène, disait-il, tu jettes ton argent par les fenêtres. Mais j'observais. J'écoutais. Je voyais à quel point il travaillait dur sur ce nouveau médicament pour le cœur. Je savais. Page après page racontait son histoire, comment il avait eu 3 emplois, comment il avait économisé chaque centime, comment il avait acheté des actions au lieu d'une voiture, au lieu de nouveaux vêtements, au lieu de tout sauf ce dont sa famille avait besoin pour survivre. Les gens pensent que être pauvre signifie être stupide, lisait-on dans une entrée. Mais être pauvre signifie que vous voyez des choses que les riches ne voient pas. Vous voyez quelles entreprises traitent bien leurs employés. Vous voyez celles qui construisent quelque chose de réel. Le moine est réel.
Cette action prendra soin de ma famille un jour. Au fond de la boîte se trouvait une petite enveloppe et une photographie en noir et blanc. La photo montrait mes grands-parents le jour de leur mariage, en 1959. Ils se tenaient devant l'église Saint-Martin, tous deux rayonnant d'une joie qui n'a pas besoin d'argent pour exister. J'ai retourné la photo. De l'écriture soignée de ma grand-mère, Eugène a eu 3 emplois pour me payer mes études d'infirmière. Tout le monde disait qu'il perdait son temps avec une fille de couleur aux grands rêves. Disait que j'arrêterais dès que nous aurions des bébés. Mais il a vu en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il savait que le véritable amour construit, il ne détruit jamais. Le véritable amour voit le potentiel et le nourrit, même si cela signifie des sacrifices. Damien, si tu lis ceci, quelqu'un t'a probablement brisé le cœur en tenant ton sacrifice pour acquis. Mais souviens-toi de ceci, tu n'as jamais été un tremplin. Tu as été toute la fondation. Elle n'était simplement pas assez forte pour bâtir quelque chose de beau dessus. Ton grand-père savait que le but du sacrifice n'est pas ce que les autres en font. C'est ce qu'il révèle sur qui tu es. L'argent est agréable, mais ce n'est pas le trésor. Le trésor, c'est de savoir que tu viens de gens qui ont élevé les autres, qui ont vu le meilleur en chacun, qui ont investi dans l'avenir même quand le présent était difficile. C'est ton héritage. C'est qui tu es. Je suis resté assis dans cette salle de consultation et j'ai sangloté. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau. Rien d'extraordinaire, juste un petit espace au 2e étage de l'immeuble de commerce de la rue de la République, juste en face de la banque où tout a changé. Les murs étaient peints d'une couleur crème chaude, et j'avais accroché exactement 3 choses, la photo de mariage de mes grands-parents, la photo de mes parents, et mon diplôme universitaire que je me sentais enfin digne d'exposer. La plaque sur mon bureau indiquait « Le fonds Béatrice et Eugène Hubert pour les étudiants travailleurs ». En 6 mois, nous avions déjà fourni des bourses complètes à 12 étudiants dont les familles étaient en difficulté. Chacun avait soumis une dissertation sur quelqu'un qui s'était sacrifié pour leur éducation. La lecture de ces dissertations a guéri quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir guérir. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, mais je l'ai reconnu immédiatement. Camille avait changé de numéro, mais son style d'écriture était le même. J'ai entendu parler de ton héritage et de la fondation. Michel et moi divorçons. Il m'a trompé avec une résidente plus jeune. Peut-être qu'on pourrait parler. Je réalise maintenant ce que j'ai perdu. J'ai tenu le téléphone un long moment, puis j'ai supprimé le message sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas faits pour être reconstruits. Ils sont faits pour éclairer le chemin à suivre. Cet après-midi-là, Madame Tran de l'épicerie a frappé à la porte de mon bureau. Elle portait son plus beau manteau, celui qu'elle mettait pour aller à l'église, et à côté d'elle se tenait sa petite fille, Lynn. « Monsieur Damien », a dit Madame Tran. « C'est Lynn. Elle veut devenir médecin, mais nous n'avons pas d'argent pour l'école. Elle étudie tous les soirs après avoir travaillé au magasin. Bonne fille, fille intelligente. Parle-moi de toi, Lynn, ai-je dit en sortant un formulaire de candidature. Elle avait 17 ans, était major de sa promotion, et travaillait 30 heures par semaine dans le magasin de sa grand-mère. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 10 ans. Elle a parlé de son désir de devenir chirurgienne pédiatrique pour sauver d'autres enfants confrontés à des urgences médicales. Ma grand-mère travaille 18 heures par jour, a dit Lynn. Elle a 71 ans. Elle devrait se reposer, mais elle travaille pour moi. Je vois ses mains trembler d'arthrite quand elle compte la caisse. Je veux prendre soin d'elle comme elle a pris soin de moi. Une question, ai-je dit. Si quelqu'un vous soutenait pendant vos études, en ayant plusieurs emplois pour payer vos frais de scolarité, que feriez-vous? Elle a semblé confuse au début. Puis son visage est devenu sérieux. Je travaillerai aussi dur qu'eux. Personne ne se sacrifie pour votre rêve s'il ne vous aime pas. On honore cet amour en devenant la meilleure version de soi-même, puis en le transmettant à quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. C'est comme ça qu'on donne de la valeur au sacrifice. J'ai approuvé sa bourse sur le champ. Frais de scolarité complets, livres, et même une allocation de subsistance pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études au lieu de travailler. Madame Tran a pleuré. Lynn m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Après leur départ, j'ai conduit jusqu'au cimetière des Tilleuls. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui me rappelaient le sorbet que ma grand-mère préparait. Sa pierre tombale était simple, Béatrice Hubert,
1915 à 1996. Épouse, mère et grand-mère bien-aimée. J'ai apporté des roses jaunes, ses préférées, et je les ai arrangées dans le vase attaché à la pierre. Tu savais, n'est-ce pas, ai-je dit, assis en tailleur sur l'herbe. Tu savais que j'avais besoin de tout perdre pour découvrir qui j'étais vraiment. Camille m'a traité de tremplin, mais toi et grand-père vous m'avez montré la vérité. Je n'étais jamais destiné à être quelque chose que les gens utilisent pour atteindre des sommets. J'étais destiné à élever les autres pour que nous puissions tous nous élever ensemble. Le vent bruissait dans les chênes, transportant l'odeur de la pluie à venir. Pendant un instant, j'aurais juré sentir un parfum de lavande, celui qu'elle portait chaque dimanche. Mon téléphone a sonné. Le nom de Jérôme s'est allumé sur l'écran. Salut, mec. Maman demande si tu viens pour le dîner de dimanche. Elle prépare un rôti de bœuf et elle dit que tu as manqué trop de repas de famille avec tout ce travail pour la fondation. Oui, je serai là. Et Jérôme, j'amène quelqu'un. En fait, 2 personnes, Madame Tran et sa petite fille. Dis à maman d'en faire plus. Maman en fait toujours plus, a-t-il ri. Elle sera contente que tu amènes des gens. En retournant à ma voiture toujours la même Renault parce que certaines habitudes ont la vie dure, j'ai réalisé quelque chose. Camille avait eu raison sur un point. J'étais un tremplin, mais pas pour elle. J'étais un tremplin pour chaque étudiant qui viendrait après, chaque rêveur qui avait besoin que quelqu'un croie en lui. Ma grand-mère avait transformé son coffre-fort en un pont entre les générations. Et maintenant, c'était à mon tour de construire quelque chose qui durerait. Le véritable amour n'utilise pas de tremplin pour laisser les gens derrière. Le véritable amour construit des fondations qui élèvent tout le monde plus haut. C'est l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé, et c'est le legs que je construis maintenant. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa valeur. Laissez un commentaire sur une fois où le sacrifice de quelqu'un a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent à tous ce qui compte vraiment.